Donc, je vais vous dire bonjour à toutes. Voilà, on va commencer avec Namasté, hein, la 17e masterclass que je donne. Et donc, je vous remercie d'être là pour votre confiance et votre présence parce que ça me fait très plaisir. Et c'est la dernière masterclass de l'année. La prochaine aura lieu, je pense que c'est le 23 ou 25 janvier. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de la science de l'architecture sacrée qui s'appelle le Vastu Shastra. Donc la traduction de c'est Vastu Shastra, c'est science de l'architecture sacrée. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations, quelques notions de Vastu Shastra parce que vous doutez bien que c'est assez vaste, hein. Je vais vous parler des différences et des ressemblances en fait entre le Feng Shui et le Vastu Shastra. Vous donner quelques règles de Vastu. Je vous parlerai des différents niveaux de conscience. Et puis, si vous pratiquez l'Ayurveda, je vous parlerai un peu des différents, si on peut être, même si on a les trois en nous, Vata, Pitta et Kapha. Ok. Donc, le Vastu Shastra, il est peu connu chez nous, vous le disiez. Il y a peu de livres aussi en français. Hein. Et en fait, il avait disparu en Inde sous la colonisation anglaise. Et puis, il est de nouveau réapparu maintenant. Et il est enseigné dans plus ou moins 80 universités indiennes. Alors, bien sûr, moi, ce que je vais vous parler, c'est un Vastu qui est quand même occidentalisé, adapté à notre mentalité d'Européens. Oui. Hein, donc, le Vastu, ce n'est pas une religion. Hein. C'est simplement une observation de la nature sous un angle nouveau. Mais comme l'Orient et l'Occident ont deux âmes incomparables, deux qualités d'énergie profondément différentes, eh bien, nous aborderons ici le Vastu de la manière occidentale, hein, donc avec notre approche d'occidentaux. Donc, l'Inde ancienne, c'est le berceau vraiment de l'humanité et de toutes les langues européennes. Donc, les Indiens sont à l'origine du zéro et des nombres décimaux, alors qu'à ce moment-là, l'Europe était encore un alphabet. Et ils consignaient déjà 1500 ans avant Jésus-Christ dans les Védas les règles en fait en matière d'architecture sacrée. Donc, le Vastu, il recouvre de nombreux domaines, donc comme je vous dis, comme la géobiologie, l'étude des ondes de forme et tout ce qui se rapporte à l'harmonie de l'habitat et de ses occupants. En fait, ce sont et ça révolte certains fondamentalistes du Feng Shui quand je dis que ce ne sont pas les Chinois qui ont inventé le Feng Shui, mais en fait, ils sont allés en Inde, ils ont ramené le Vastu, ils l'ont adapté à leur mentalité. L'approche d'un Indien et d'un Chinois est tout à fait différente. Hein. Et donc, ils l'ont adapté à leur mentalité et c'est devenu le Feng Shui. Les Européens sont allés également en Inde et ont ramené le Vastu et l'ont également adapté à leur façon de vivre. Et en fait, c'est devenu la géobiologie. Donc, Feng Shui et géobiologie ont le même ancêtre, en fait. Et donc, en fait, il s'est exporté, le Vastu s'est exporté en Chine avec la tradition bouddhiste. Et donc, c'est ce qui a donné naissance au Feng Shui traditionnel. Alors, le Vastu, il permet de construire, mais aussi de corriger les constructions selon 6 critères principaux. Donc, l'emplacement, donc le terrain, l'emplacement du bâtiment, les orientations cardinales. Il s'occupe aussi des proportions. Donc, le nombre d'or intervient dans le Vastu et des différents matériaux, donc de la qualité des différents matériaux qui peuvent être sattviques, rajasiques et tamasiques, ce que j'expliquerai un peu plus loin. Et puis, il s'occupe aussi d'une façon, je vais dire, décorative et des affectations des pièces. Donc, en fait, le but du Vastu,
c'est que les 3 espaces entrent en résonance. Donc, le cosmique, donc le ciel, en relation avec la Terre, tout ce qui est donc l'énergie cosmique, l'énergie terrestre et l'humain qui interfère entre le ciel et la Terre. Donc, on retrouve ces 3 niveaux vibratoires, hein, donc la Terre, l'humain et le ciel, que j'emploie déjà en fait dans mes cours de Feng Shui de la nouvelle conscience. Parce que j'ai pris des notions en fait du Vastu qui n'existent pas, entre guillemets, dans le Feng Shui traditionnel. Oui. Qui n'interviennent pas dans le Feng Shui traditionnel. Alors, pourquoi moi, je me suis intéressée au Vastu? Parce que justement, je vais vous expliquer qu'en Feng Shui, on s'occupe plus de circulation d'énergie, alors que dans le Vastu, on vient ajouter une qualité supplémentaire qui est la qualité de l'énergie. Donc, le Vastu, il considère 5 grandes forces cosmiques. Le Soleil, qui génère en fait différentes qualités d'énergie au fil de la journée. La qualité du Soleil est différente quand il se lève le matin à l'est et quand il se couche à l'ouest. Donc, le matin, on est dans une qualité, je vais dire, qui est montante, et le soir, à l'ouest, on est dans une qualité qui est plutôt descendante. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bon ou que c'est mauvais, ça donne différentes informations. Et puis, on parle ici de prana et pas de chi, parce que le chi, c'est une circulation d'énergie, alors que le prana, c'est un souffle de vie qui est contenu dans chaque atome, de chaque chose, de chaque animal, de chaque personne, de chaque objet qui nous entoure. Et puis, le Vastu Shastra aussi considère les gunas. Donc, ça veut dire qu'au cœur de chaque atome, en fait, règnent 3 types d'énergie. Donc, la guna sattvik, qui est pure énergie, la guna rajasique, donc qui est une énergie plus dynamique, qui met en mouvement, et puis une guna tamasique, qui est une énergie plus lourde. Et on va voir un petit peu plus loin les rapports entre le Feng Shui et le Vastu Shastra, et vous allez voir que là, dans les gunas, on rejoint un peu le Feng Shui. Enfin, c'est le Feng Shui plutôt qui rejoint le Vastu Shastra. Donc, il y a aussi les tattvas, donc les 5 éléments, mais au contraire, où en Feng Shui, on utilise donc 5 éléments qui se construisent sous forme de construction, de destruction ou de réduction. Ici, en fait, on est dans les 5 éléments indiens où l'éther, donc l'énergie la plus pure, en fait, englobe les autres éléments que sont l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc ici, ils ne sont pas, je vais dire, en conflit, mais ils s'englobent les uns dans les autres. Et l'éther comprend tout. Et puis, on a les forces planétaires qui sont en fait les directions cardinales et semi-cardinales. Et donc, qui relient, ici, je n'en parlerai pas parce que ça va être trop court, mais qui sont reliés à des divinités, en fait. Donc, le prana, en fait, c'est Brahma. Et puis, donc, ça se décline en différentes divinités. Donc, quand on voit la différence entre Feng Shui et Vastu, donc en Feng Shui, comme je vous ai dit, on a une quantité d'énergie qui peut être trop rapide, donc ça veut dire yang, trop lente, donc c'est yin, donc statique, hein, comme le chat stagnant, et puis après équilibré, en fait, qui est Tao. Et donc, il y a toujours cette recherche d'équilibre. Le Feng Shui, en fait, on travaille sur un axe horizontal. Si vous connaissez le Feng Shui, vous savez qu'on vient déposer un bagua, donc une sorte de plan qu'on vient déposer sur le plan de notre habitation et qui sectionne le plan de l'habitation en différents secteurs. En Vastu Shastra,
en fait, on travaille sur un axe vertical. En Feng Shui, on travaille sur 2 dimensions. En Vastu, on travaille sur 3 dimensions. Donc, ce n'est plus un plan, c'est un volume, en fait. Parce qu'on vient ajouter une qualité d'énergie. Et donc, cette qualité d'énergie peut être tamas, qui correspond plutôt au yin du Feng Shui, rajas, donc là, plutôt yang, ou sattvik, donc cet équilibre. Mais tout en tenant compte que le prana sattvik, c'est le prana le plus pur, donc qui permet de vivre à différents en fait, niveaux vibratoires, ce que j'expliquerai un petit peu plus loin. Donc, l'énergie en Feng Shui est soit trop rapide, trop lente ou équilibrée. Et en Vastu, elle est soit sattvik, donc quand la qualité d'énergie est la plus pure, rajasique quand on est plus dans le mouvement, ou tamasique quand on est dans l'inertie. Et donc, comme je disais, Feng Shui, on est dans 2 dimensions, Vastu, on est dans 3 dimensions. Alors, je vais vous parler de quelques règles en fait de Vastu Shastra. C'est qu'en fait, la société indienne est divisée en 4 et même une 5e en fait caste. Et ça veut dire que les maisons sont tout à fait différentes suivant la caste dont on provient. Et ces castes existent encore à notre époque. Hein. Donc, on ne se marie pas, on se marie entre personnes de la même en fait caste. Donc, tout en haut, en fait, il y a les brahmanes qui sont les religieux. Et puis, on a les, je vais peut-être pas bien prononcer, hein, Kshatriya, qui sont les rois, les princes, les maharajas, les guerriers. Puis, on vient aux Vaishya, qui sont les artisans, les paysans, les agriculteurs, les bergers. Et puis, les Shudras, qui sont les serviteurs. Et alors, on a vraiment ce qui est du plus bas pour eux, hein, donc les intouchables, donc ceux qui exercent tous les métiers impurs, donc les vidangeurs, les mendiants, bien sûr, les gardiens de cimetière, mais même les sages-femmes. Et tout ce qui est boucher aussi est considéré comme intouchable. Et donc, leur maison est différente. Donc, quand on voit la maison d'un occupant indien, on sait tout de suite dire à quelle caste il correspond. La caste des brahmanes, ils ont des maisons carrées, tout à fait carrées. Pourquoi? Parce que le 4, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Tandis qu'au fur et à mesure qu'on descend dans les castes, les maisons deviennent de plus en plus rectangulaires et en fait s'allongent dans la forme rectangulaire. Donc, les maisons de ceux qui gouvernaient, c'était des maisons rectangulaires, mais presque carrées. Par contre, les Shudras, ce sont des longs rectangles. Alors, avant de construire, hein, donc les Indiens allaient à la recherche en fait du terrain qui soit le meilleur, et donc ils recherchaient par exemple le terrain pour construire une maison pour les brahmanes, c'était la terre devait être de couleur blanche et le goût devait être semblable à celui du miel. La végétation devait être harmonieuse et luxuriante. Pourquoi? Parce que ça favorise en fait le développement spirituel et la prospérité matérielle. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le Feng Shui, les Chinois sont plus dans la réussite de la prospérité matérielle et non pas ce côté spirituel qu'ont les Indiens. Chez les Indiens, ce qui est le plus important, c'est l'élévation spirituelle. La prospérité matérielle vient après. Alors, les terrains à Kshatriya, eux, les terres étaient de couleur rougeâtre, fumée de sang, avec un goût plutôt astringent. Et la végétation était constituée principalement de plantes et d'herbes de couleur tirant sur le rouge. Parce que là, ça favorise la prospérité économique et la réussite sociale. Il y a moins
cette notion de vouloir une élévation spirituelle. Alors, le terrain Vachia lui était de couleur jaune-vert, avec une odeur de miel et de blé, avec un goût plus aigre. Et la végétation était constituée principalement de graminées et d'arbustes fruitiers qui favorisaient bien sûr la prospérité et la richesse. Le terrain Choudra, lui, était de couleur noire, avec une odeur de fermentation accompagnée d'un goût pourri. Donc, la végétation est formée d'herbacées, d'arbres sauvages, accompagnés de ronces. Donc, c'était généralement un terrain à éviter pour les autres castes, car il provoque discorde, querelle entre les personnes qui y habitent. Donc, d'après le terrain, on construisait la maison qui correspondait. Alors, si vous voulez voir, si vous avez un terrain, donc si votre maison est construite sur un terrain, vous pouvez faire le test de l'eau. Ce qui veut dire que vous creusez un trou de 30 cm sur 30, et 30 cm de profondeur, au centre de votre terrain, plus ou moins au centre. Et au crépuscule, vous le remplissez d'eau. Si le jour suivant, il y a encore de l'eau dans le trou, c'est que le terrain est bon. Par contre, s'il n'y a plus d'eau, le terrain est moins bénéfique. Et alors, si la terre est crevassée, alors là, vous pouvez être certain que c'est un terrain qui n'est vraiment pas bon. Alors, il y avait aussi, quand ils allaient à la recherche du terrain, ils recherchaient les éléments favorables ou défavorables, enfin bénéfiques ou défavorables pour construire. Donc, s'ils trouvaient du bois carbonisé, du fer, des vieilles tuiles, des os, des termites, des coléoptères, des taupes, des serpents, des œufs et des coquilles d'œufs, c'est que le terrain était défavorable. Par contre, s'ils découvraient une corne de vache, ou un coquillage, ou une tortue, ou des pierres, ou des briques, ou des pièces de monnaie, ou du cuivre, là, le terrain était considéré comme bénéfique. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, tout à fait. Oui. Vous n'avez pas de questions? Non. Non. Alors, je vais prendre 30 secondes pour ouvrir à mon chat, parce qu'il trouve toujours le malin plaisir. Il y en a deux, que quand je suis devant mon Zoom, ils viennent pour demander de sortir. Et ils viennent dans mon bureau. Donc, je vais ouvrir. Voilà. En voilà déjà. J'espère que le deuxième ne va pas arriver tout de suite. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, comme je vous ai dit, que en fait, quand on fait une expertise Feng Shui, on regarde en fait comment circule l'énergie dans une maison. Bien sûr, on s'occupe d'autre chose, on s'occupe aussi de l'environnement, mais quand on arrive à la porte de la maison, on regarde comment l'énergie circule. Moi, j'ajoute en fait la qualité vibratoire dans laquelle on vit. Et donc, ce que je vais vous mettre, parce que en fait, je me suis amusée à faire des petits quiz qui ont déjà quelques années, qui sont sur mon site. Bien sûr, en fait, ce sont des quiz, donc c'est quand même un peu réducteur. Mais ça vous permet aussi quand même de découvrir déjà à quel niveau de conscience votre maison vibre pour l'instant. Alors, attention, ne vous dites pas c'est mauvais, ça va rester comme ça. Non, ça peut vibrer à différents moments et ça peut bouger en fait. Quand il y a eu le premier confinement, on s'est tous retrouvés un peu dans la peur, on ne savait pas ce qui arrivait et on se demandait, on n'osait plus sortir. Et donc là, en fait, même les maisons qui vibraient haut, avec l'énergie en fait qu'on nous a, l'égrégore que l'on a mis au-dessus de nous sur cette terre, et on s'est retrouvé un peu dans la peur parce qu'on n'avait jamais connu ça et on se demandait ce qui arrivait. Eh bien, toutes les maisons ont baissé d'un niveau vibratoire. Et maintenant, elles sont en train de remonter parce qu'on est plus dans la conscience, en fait. Donc, je vais vous mettre dans le chat déjà le lien que vous pourrez copier et demain, peut-être, pouvoir, si vous n'arrivez pas à le copier ici,
Ça ne fait rien. Vous m'envoyez un petit message et je vous le renvoie. Merci. Donc, voilà. Mais je l'ai fait, je crois, moi. Si c'est ce que je pense, je l'ai déjà fait. Peut-être bien, vous l'avez fait dans un de mes articles, mais ça varie tout le temps. Hein. Donc, suivant, en fait, je pourrais le refaire pour voir aujourd'hui où ça en est. Ouais. Tout à fait. L'humain est en interaction avec sa maison. Donc, quand la maison monte de niveau vibratoire, eh bien, nous montons aussi. Mais quand nous travaillons sur nous, eh bien, nous montons le niveau vibratoire et bien sûr, nous influençons notre maison qui monte aussi son niveau. Vous voyez? Mais par contre, si on a une personne qui arrive chez nous, qui a des soucis, qui est malade, eh bien, de fait de son énergie, je ne sais pas si vous avez déjà senti chez vous, il y a quelqu'un qui entre et puis quand il repart, quand cette personne repart, vous sentez que l'énergie est vraiment plombée chez vous parce que c'est vraiment quelqu'un qui peut être malade ou qui n'était pas bien pour l'instant ou qui est un parfait vampire d'énergie et donc qui plombe l'énergie dans une maison ou dans un lieu. Hein? Donc, l'idéal, quand une personne comme ça est venue chez vous, c'est de procéder à une petite purification pour refaire remonter l'énergie. Ou alors, ça peut nous arriver aussi à nous, de plomber l'énergie. On revient de l'extérieur, on a été dans un embouteillage, ou bien on a eu un petit accrochage. Et donc, on plombe l'énergie de sa maison. Donc, dans le monde visible, il existe 7 niveaux de conscience qui correspondent en fait à 7 plans vibratoires et qui correspondent en fait à nos 7 chakras principaux, ceux qui sont inscrits dans la matière en fait. Donc, le premier niveau, quand on est au premier niveau, c'est vraiment le niveau de survie. Donc, c'est les niveaux des maisons après, par exemple, un cataclysme. Vous avez entendu en Belgique, ici, pendant les vacances, les inondations qui ont eu lieu, quoi. Et donc là, les gens étaient vraiment en état de survie. Et donc là, vraiment, là, c'est le niveau 1, le niveau le plus bas. Ça peut être aussi, en fait, malheureusement, tous les SDF qui n'ont même pas de maison. Et donc, eux qui sont tout à fait au niveau de survie. Donc, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? C'est pouvoir trouver un endroit pour se loger, pouvoir au moins avoir à manger. Hein? Ils sont vraiment à ce niveau-là. Il n'y a que cette recherche qui compte pour eux. Donc, à ce niveau de survie, on retrouve tous les problèmes d'argent, les problèmes de dépendance, bien sûr, et c'est tous les lieux de crise, de guerre, de catastrophe ou de drogue. Et donc, à ce niveau-là, règne la peur et la colère. Il faut vraiment lutter pour survivre, en fait. Puis, quand on arrive au niveau 2, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, je ne vais pas dire qu'un niveau est mieux que l'autre. Premier, on se rend compte qu'il n'est pas terrible. Les autres, c'est une question de choix, en fait. Et donc, quand on arrive au niveau 2, on est dans un type de vie métro, boulot, dodo. Donc, c'est les endroits représentatifs sont, par exemple, ces endroits-là sont les transports publics à l'heure de pointe, hein, ou bien les grands magasins au moment des soldes, ou bien sûr les habitations où on est simplement dans un état il peut y avoir eu de la maladie, des dépressions, ou simplement on pense simplement au métro, au boulot et au dodo. On revient, on est hyper épuisé, et puis on va se coucher, le lendemain on recommence la même chose. Et donc, vous comprenez bien, s'il y avait des habitations à ce niveau-là, en fait, au moment du premier confinement, eh bien, avec la peur qui s'est rajoutée, eh bien, les personnes se sont retrouvées au niveau de survie dans leur habitation. Hein? Alors, bien heureusement, quand on se rassure un petit peu et puis qu'on passe, on remonte d'un niveau. Alors, quand on passe au niveau 3, en fait, le niveau 3, c'est le niveau où on commence à élaborer des projets. Donc, on a des prises de conscience, on a de la réflexion, on a envie de faire du développement personnel ou de s'élever spirituellement,
Mais ça peut être aussi au moment où on a des projets. On était dans le métro boulot dodo et puis on prévoit de partir en vacances. Et donc, il y a de nouveaux projets qui pointent à l'horizon où on a rencontré son âme sœur et on projette de vivre avec la personne ou de se marier. Eh bien là, on monte en fait au niveau 3. Alors, on peut très bien y rester, mais parfois, quand on rentre de vacances ou quand on rentre dans une routine de couple, eh bien, hop, on repasse en fait au niveau 2. Puis, quand on passe au niveau 4, là, en fait, on découvre vraiment la passion de la vie. On peut se connecter à son âme. On rencontre à ce moment-là son âme sœur ou sa flamme jumelle. Donc, on est déjà à un niveau beaucoup plus haut. Ça ne veut pas dire qu'on doit y rester tout le temps. Hein. On peut varier. Hein. Varier entre le 3 et le 4, c'est pas mal, quoi. On fait une certaine légèreté. Et puis, le niveau 5, là, c'est un taux vibratoire relativement élevé, où on est constamment connecté à son intuition. Donc, c'est le niveau de la super conscience. Alors, vous comprenez bien qu'en tant qu'être humain, qui sommes incarnés dans un monde physique, matériel, rester à ce niveau-là, ce n'est pas non plus l'idéal. Il faut aussi avoir les pieds sur terre. Donc, moi, je dis, de temps en temps, on peut se connecter à son intuition, mais il faut quand même revenir dans la réalité. Donc, si on a une maison qui vibre au niveau 4, c'est fantastique. De temps en temps, on monte, de temps en temps, on descend un petit peu, mais c'est quelque chose qui est vraiment bien. Donc, quand on est en état de méditation, par exemple, eh bien, on monte au niveau 5. Mais vous voyez qu'on ne peut pas rester connecté comme ça tout le temps. L'être humain, si on est venu à notre époque maintenant dans ce monde, il ne faut pas le dénigrer, c'est qu'il nous apprend à vivre des choses et à dépasser certaines expériences. Et donc, il faut accepter. Je n'aime pas quand on dit que quelque chose est bon ou mauvais. Pensons au yin et au yang et de toujours essayer de respecter cet équilibre, en fait. Et puis, il y a les niveaux 6 et 7 qui sont en fait les niveaux qui sont atteints par les grands maîtres comme le Dalai Lama, les moines qui passent en état de conscience modifié. Ou alors, il y avait aussi Sri Aurobindo, Mère, tous ces grands maîtres-là montaient à ces niveaux 6 et 7. Et quand on monte à ce niveau-là, ben en fait, l'ego disparaît. Donc, vous voyez, ça peut être aussi des très hauts lieux vibratoires, des églises, des cathédrales, mais ce ne sont plus toutes maintenant les églises ou les cathédrales maintenant, parce qu'il y a certains lieux comme ça qui ont perdu de leur niveau de conscience. Mais par exemple, le Mont-Saint-Michel, ça c'est encore un haut lieu vibratoire. D'ailleurs, la façon dont il est construit, sur le mont, donc le yang, et puis l'eau qui est autour, le yin, et puis le bâtiment par lui-même. Mais vous voyez bien qu'on ne pourrait pas vivre dans ce genre de bâtiment. Ce ne sont pas des bâtiments pour y vivre, ce ne sont pas des maisons, ce sont des hauts lieux vibratoires. Donc, on peut y aller pour se ressourcer, et puis après, il faut revenir en fait dans notre type d'habitation en essayant de ne pas descendre trop bas, quoi. Et le 7e plan, c'est celui du divin. Donc, vous comprenez bien que sur Terre, c'est quand on passera certainement de l'autre côté que ce plan va… C'est ça. Voilà. Et à ce moment-là, on devient des êtres de lumière. Donc, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des différents niveaux vibratoires. Donc, vous voyez, avec les correspondances. Donc, le niveau de conscience 1, on est vraiment au niveau physique. Ça correspond au chakra de base, donc c'est la couleur rouge. Le sens, en fait, de l'odorat, l'élément terre, et donc le champ de conscience, c'est la survie. Le niveau 2, c'est le niveau éthérique, avec
le deuxième chakra, hein, donc, qui est de couleur orange, donc qui est lié au sens du goût, à l'élément eau, et donc la routine, le métro boulot dodo. Le niveau 3, c'est le niveau émotionnel, donc troisième chakra, plexus solaire, la couleur jaune, lié à la vue, qui correspond à l'élément feu, et déjà dans le champ de conscience des projets. Le quatrième niveau, qui est le mental, qui est la couleur verte, chakra du cœur, qui correspond au sens du toucher, à l'élément air et à la passion de la vie. Le niveau 5, qui est dans le corps causal, donc qui correspond au chakra de la gorge, couleur bleue, à l'ouïe, à l'éther et à l'intuition. Et puis on passe au plan corps bouddhique avec le chakra du troisième œil, hein, donc de couleur indigo avec la spiritualité, et puis le corps divin en violet avec le chakra coronal. Alors certaines personnes le voient violet ou blanc, ça n'a pas d'importance, chacun peut le voir à sa manière, et donc qui correspond au champ de conscience du divin. C'est difficile de pouvoir déterminer ces couleurs-là puisque on n'y a pas accès vraiment pour l'instant. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand vous avez, par exemple, vous vous retrouvez dans votre maison avec des parasites, comme par exemple des rats, hein, eh bien, en général, c'est que votre maison vibre au niveau 1. Lorsque vous purifiez le lieu, eh bien, vous faites monter le niveau vibratoire, les rats vont partir d'eux-mêmes. Donc, c'est souvent le cas, ça peut se trouver par exemple dans une remise ou dans des endroits comme ça, bien souvent qui vibrent très bas, et c'est là où on retrouve les parasites, quoi. Ça peut être aussi les cafards, hein. Les endroits où il y a des cafards, c'est souvent que ça vibre au niveau 1. Alors, il y a une chose aussi, par exemple, on pourrait perdre un sens, donc un de nos 5 sens, et donc si on monte d'un niveau vibratoire, par exemple, vous avez perdu le sens de l'odorat, et donc vous comprenez bien, hein, le rapport avec ce fameux virus, où les personnes, en fait, perdaient le sens de l'odorat, donc qui font qu'elles vibrent, parce que quand on est dans la maladie, notre corps vibre à une fréquence beaucoup plus basse. Hein? Et donc, le fait de monter d'un niveau, eh bien, on retrouve ce sens. En fait. Donc, plus vous montez des niveaux, plus vous pouvez améliorer vos organes de sens. Une chose aussi, travailler sur sa maison, c'est très bien parce que ça fait monter. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, que si on travaille sur sa maison, qu'on fait monter les niveaux vibratoires, on pourrait guérir de la maladie. Je ne suis pas n'utilise pas les mots de guérir, hein, mais on peut améliorer les choses. Et donc, si on est malade et qu'on fait monter le niveau vibratoire de la maison, bien sûr, ça va nous aider et déjà nous conforter dans la sortie de la maladie, pouvoir nous aider. Donc, être dans une maison qui vibre à certains niveaux permet aussi d'avoir une certaine immunité. Alors, donc, la différence entre Feng Shui et Vastu Shastra, c'est que le Vastu Shastra peut nous aider à améliorer notre vie matérielle, mais ce n'est pas vraiment son but. Son but ultime, c'est de nous reconnecter à notre véritable moi, à notre véritable essence. Donc, comme je disais, le chinois est plus dans la recherche de la prospérité matérielle, l'indien est plus dans la recherche de l'élévation spirituelle. Et je ne vais pas dire que l'un est bon ou que l'autre est mauvais, ce sont des approches différentes. Donc, mais bien sûr que quand on monte son niveau vibratoire et qu'on est dans la recherche spirituelle, en fait, indirectement, on se connecte à l'abondance. Hein. Oui. Mais ce n'est pas le but. Alors, maintenant, c'est bien puisque nous sommes en interaction en fait avec notre maison. Donc, en fait, quand on veut travailler sur sa maison et faire des améliorations, eh bien, il faut savoir exactement qui on est.
parce que, comme je dis toujours, on ne fait pas du clé sur porte. Nous sommes des êtres qui sommes tous différents. Donc, notre maison, on ne peut pas dire que les maisons doivent être identiques. Chaque maison est en résonance avec ses occupants. Donc, une maison peut être très bonne pour certains occupants et moins bonne pour d'autres. Et vice-versa, en fait. Donc, l'idéal, c'est de déterminer son dosha. Ici aussi, j'ai fait un petit quiz, mais bon, ce sont des quiz, donc je ne sais pas, mon logiciel ne permet pas comment je vais dire, de vraiment cibler. Vous allez découvrir votre dosha principal, mais en fait, nous sommes animés des trois. Nous avons les trois en nous, puisque cela, on va le voir plus loin, ça correspond aux 5 éléments. Donc, vous allez voir la principale, mais l'idéal, c'est de faire un test approfondi. Mais je vais quand même vous le mettre dans le chat, et comme ça, vous pourrez déjà avoir une idée. En fait, quand je donne l'atelier sur le Vastu Shastra, eh bien, on détermine ça beaucoup plus précisément. Alors, donc, les doshas, en fait, ce sont des tempéraments. Dans notre corps, Lina le sait certainement très bien puisqu'elle pratique l'Ayurveda, donc nous avons les 5 éléments en nous. Donc, nous avons l'élément éther, c'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux, en fait. Et puis, on a l'élément air, donc tout ce qui correspond au système, en fait, respiratoire pulmonaire. Et puis, l'élément feu, qui correspond plutôt à tout ce qui est système cardiaque, donc et également le système nerveux. Puis, l'élément eau, qui correspond à tous les liquides de notre corps, donc le sang, la lymphe, le liquide amniotique quand il y en a, le sperme, tout ça correspond à l'élément eau. Et puis, on a l'élément terre. En fait, l'élément terre, c'est tout ce qui fait notre squelette. Donc, tout ce qui est osseux, en fait. Et donc, une personne qui est... ça veut dire que nous sommes porteurs des 5 éléments, bien sûr, mais on aura peut-être quelques déséquilibres. Voilà, l'idéal, ce serait d'avoir les 5 éléments dans les mêmes proportions. Mais parfois, donc, les personnes Vata sont plus avec de l'éther et de l'air. Les Pitta ont plus de feu et d'eau, et les Kapha ont plus d'eau et de terre. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est déterminer notre dosha principal, je vais dire, et d'aller voir ce qui se passe dans notre maison, parce que on va voir qu'un Vata va avoir tendance à installer dans sa maison beaucoup d'éléments air et éther. Un Pitta, plus de feu et d'eau. Et un Kapha, plus d'eau et de terre. Donc, ce qui veut dire que le Vata, c'est quelqu'un qui est plus dans le mental, donc qui est plus dans ses pensées. Le Pitta, c'est quelqu'un qui est plus dans l'action. Et le Kapha, c'est quelqu'un qui est plus dans l'endurance, dans l'inertie, qui va beaucoup réfléchir avant, enfin, je ne vais pas dire réfléchir, c'est pas réfléchir, mais qui va avoir du mal. En fait, c'est un diesel, le Kapha. Il a beaucoup d'endurance, mais pour démarrer, il lui faut du temps. Et donc, bien souvent, on va aller mettre dans notre maison des éléments qui vont faire qu'on va renforcer en fait notre dosha. Alors, attention, il y a le dosha, mais après, on peut avoir des qualités d'énergie. On peut être Vata Sattva, Vata Rajas ou Vata Tamas, suivant certains moments de notre vie. Et ainsi de suite, on peut être Pitta Sattva, Pitta, etc. Donc, voilà. Donc, dans la formation, dans l'atelier sur le Vastu Shastra, on va quand même beaucoup plus loin. Mais ici, vous avez déjà une idée. Donc, par exemple, si on voit les coups, je vais vous donner un exemple, par exemple, avec les couleurs. En général, on va voir qu'un Vata, il va plutôt utiliser des couleurs
comme le bleu, plutôt des couleurs plutôt un peu pastel peut-être, alors que le Pitta, il va utiliser des couleurs beaucoup plus vives. Et le Kapha utilisera plutôt des couleurs de terre, comme le beige, le brun, alors que justement, il faudrait équilibrer. Et quand je donne mon cours de morphorelooking, puisque je donne un cours de morphorelooking qui est un peu basé sur donc l'Ayurveda et la morphosilhouette, eh bien, c'est la même chose. Les couleurs que l'on porte, bien souvent, correspondent à notre dosha principal. Donc, quelques petites informations. Si vous faites le quiz et que vous voyez que vous êtes fortement Vata, donc ça veut dire que vous êtes composé de beaucoup d'air et d'éther et que vous êtes quelqu'un qui aura plutôt besoin d'ancrage. Donc, il faut penser à ancrer. Pensez un peu aux 3 niveaux vibratoires que j'ai montrés avec la personne, hein, le niveau terre, le niveau humain et le niveau ciel. Ben, le Vata, c'est quelqu'un qui est plus dans le niveau ciel. Donc, il a besoin d'ancrage et il a besoin de s'épanouir au point de vue social, parce que c'est quelqu'un qui va plutôt se renfermer. Donc, lui, il a plus besoin de lit moelleux, hein, de choses un peu moelleuses, des couleurs plutôt, je dis pastel, mais plutôt pastel rosé, le rose, qui vient en fait du chakra du cœur, tout ce qui est saumoné, mais éviter justement le bleu et le violet. Alors, comme huile essentielle bénéfique à diffuser dans sa maison quand on est Vata, ce serait plutôt des huiles essentielles de lavande qui ouvrent le cœur. Et puis, vous savez que je travaille avec les huiles essentielles d'Otera, il y a Serenity qui apaise aussi, ou aligne. Chez doTERRA, en fait, ils ont 3 synergies qu'ils appellent yoga. Il ne faut pas faire du yoga pour les utiliser, qui s'appelle le Kit Yoga, et donc où on a les 3 synergies en fait qui rééquilibrent les 3 niveaux vibratoires. Donc pour le dosha, c'est plutôt aligne, et en huile essentielle aussi le bois de santal et le basilic. Donc comme je vous disais, vous pouvez le diffuser chez vous, mais vous pouvez aussi le mettre par exemple sur la plante du pied. Surtout un vata, il faut qu'il travaille en fait l'ancrage et le niveau terre. Donc, le mettre juste au point des reins, en dessous de la plante du pied, ça peut être l'idéal. Hein? Ou alors en diffusion, avec un pendentif diffusion. Si vous êtes Pitta, vous êtes composé de beaucoup de feu et d'eau, et donc vous avez besoin d'ancrage, parce que vous êtes quelqu'un qui est toujours dans l'action, mais vous avez aussi besoin de légèreté. Donc, les couleurs, ça sera plutôt le bleu clair, le violet, mais surtout éviter toutes les couleurs feu, comme le jaune, l'orange, le rouge, et surtout si c'est vif. Et donc, chez vous, vous pouvez diffuser ou, comme je vous ai dit aussi, en mettre sur vous les huiles essentielles d'encens, donc qui élèvent, de myrrhe, de magnolia, lavande verte, et puis la synergie encore du kit yoga, en fait. Et si vous êtes Kapha, vous êtes composé de beaucoup d'eau et de terre, et donc vous avez besoin justement plutôt de monter de légèreté et de pouvoir vous mettre à l'action. Et donc là, il faudra des tons clairs et lumineux. Pas de bleu, pas de foncé, pas de marron, pas de beige. Donc, éventuellement, mettre des couleurs un peu plus vives pour justement favoriser le mouvement et diffuser ou mettre sur soi des huiles essentielles comme air, hein, donc, qui font respirer, hein, donc les poumons, motivés hein, pour se motiver. Et du kit yoga, c'est Arise de doTERRA. Ça peut être aussi l'huile essentielle de menthe poivrée, puisque ça active le mental, hein, la menthe poivrée, ou de citron. Voilà un petit peu toutes les informations que je devais vous donner par rapport au Vastu Shastra. Est-ce que ça commence à devenir plus clair pour vous, le Vastu? Oui, c'est déjà un petit peu plus clair et je trouve que c'est assez complémentaire. Enfin, on peut aller chercher des informations qui vont donner une lumière supplémentaire du coup à une analyse ou à une réflexion. Donc, je trouve ça intéressant. Tout à fait, parce que moi, je me suis d'abord formée en Feng Shui
Et puis après, j'ai fait ma formation en Vastu. Et c'est vrai qu'au départ, le premier jour où je suis arrivée à la formation, j'avais l'impression que tout était contradictoire par rapport au Feng Shui. Et puis peu à peu, j'ai compris que non, en fait, c'est vraiment complémentaire. Ça vient amener une dimension en plus, en fait. Oui. Une qualité d'élévation. Donc, et pour vous, Lina, qui faites de l'Ayurveda? Moi, j'ai toujours vu, parce que l'Ayurveda, le principe, c'est vraiment de prendre la personne dans sa globalité pour, comme vous disiez, vraiment aller en conscience et puis en compréhension de son, voilà, de son unité. Mais de ce fait-là, c'est important aussi de prendre en considération l'habitat. Parce que s'il y a des démarches de fait, mais que l'habitat est déséquilibré ou que les vibrations sont basses, la personne va revenir chez elle et de nouveau, ça va être de nouveau déséquilibré. Donc, d'où l'intérêt vraiment de prendre tout en compte. Et de pouvoir justement voir entre les différents membres de la famille, de voir comment ça peut aussi voilà, circuler, que chacun puisse trouver son harmonie et son équilibre dans l'habitation. Oui, tout à fait. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en fait, dans une famille, chacun investit souvent des pièces un peu différentes. Tout à fait. Et donc, pour essayer de rééquilibrer, parce que tout le monde doit habiter dans la maison, eh bien, c'est justement, si par exemple l'époux peut-être investit plus le bureau, eh bien, donc on mettra plus le bureau en synergie avec lui. Hein? Et puis, après, si l'époux, c'est plutôt le salon, eh bien, en fait, d'essayer en fait, de mettre tout en symbiose pour que tout le monde puisse se sentir bien chez soi. Totalement. Totalement. C'est vraiment, de toute façon, autant au niveau des doshas, hein, de chacun pouvoir cohabiter avec, on va dire, son tempérament de naissance pour que ça ne fasse pas trop dehors. Ce soit la même chose dans l'habitation, pour qu'il y ait vraiment cette harmonie qui demeure. Oui, tout à fait, tout à fait. Et est-ce que ça résonne en vous par rapport à l'Ayurveda? Bah oui, tout ce que vous avez dit, voilà, carrément. Au niveau au niveau des doshas, au niveau des gunas, etc., je faisais toujours des liens, parce que c'est ça qui est magnifique, quoi. Il y a vraiment, tout est en corrélation et ça permet à chaque fois de pouvoir vraiment faire des bons liens, des ponts, et puis de faire encore ça, en fait, de vraiment prendre l'individu et l'incorporer dans son lieu de vie. Vraiment avoir cette complémentarité et d'expliquer justement avec son tempérament comment elle peut agir, puisque l'Ayurveda, c'est quand même une discipline où on est acteur en fait aussi de soi-même. Donc de se dire, voilà, mon habitat, je vais aussi faire en sorte que ce soit un reflet de moi et que l'habitat corresponde, que l'énergie de l'habitat corresponde aussi avec la mienne. Faire toujours pour la même chose. Oui, oui, tout à fait. Hein. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'Ayurveda. Moi, mon approche de l'Ayurveda, c'est au travers du Vastu, quoi, en fait. Mais donc, moi, j'essaie d'être plutôt complémentaire. Je sais qu'il y a des vrais spécialistes de l'Ayurveda, mais on peut être complémentaires ensemble pour plutôt le spécialiste Ayurveda s'occuper de la personne, je vais dire, et de venir mettre en symbiose sa maison avec le Vastu Shastra. Complètement, tout à fait. Voilà. Alors, bien sûr, c'est plus complexe que ça, un Vastu Shastra. Après, vous venez poser aussi, comme dans le Bhagavad, un Vastu Purusha Mandala. Hein. Donc, et où là, on va plus s'occuper de la qualité vibratoire par rapport à l'orientation cardinale. Parce qu'on voit que, en fait, on considère en fait que l'énergie circule, même si j'ai pas parlé de la circulation de l'énergie, puisqu'on la connaît dans le Feng Shui, que bien sûr le Vastu Shastra utilise et qui viennent ajouter la qualité vibratoire. Mais en fait, le Vastu considère que la circulation de l'énergie se fait en fait du nord-est au sud-ouest dans la traversée de la maison. Et donc, la qualité d'énergie nord-est est la plus pure, je vais dire, de la plus haute qualité, donc elle est sattvique. Et le sud-ouest est la qualité la plus basse, donc elle est
tamasique. Donc, l'énergie qui circule passe par les différentes qualités de sattvik à rajasique au sud pour revenir sur le tamasique au sud-ouest. Donc, bien sûr, c'est normal, nous faisons partie des cycles, hein, et on a besoin de ces cycles, parce que si l'énergie était aussi puissante le soir que le matin, bah, il y aurait encore plus de personnes qui souffriraient d'insomnie. Hein. Donc, voilà. Donc, tout ça est un peu plus complexe. Alors, on s'occupe aussi, ce que je viens ajouter dans mes expertises, chaque fois que je fais une expertise, des fenêtres soma et surya. Donc, il y a des fenêtres de la maison qui sont plutôt yin et d'autres qui sont plutôt yang. Donc, et on essaie de rééquilibrer tout ça. On veut l'affectation des pièces. Si les pièces sont dans une énergie plutôt yin ou une pièce qui est plutôt dans une énergie yang. Et donc, on n'harmonisera pas de la même façon une pièce qui est, admettons une pièce qui serait plutôt yin, mais qui ferait office de bureau. On comprendrait qu'il faudrait plus la dynamiser. Alors qu'une pièce qui est du repos, qui est dans une situation yang, ben, il faudra plus aller essayer d'harmoniser en temporisant. Pardon. Donc, voilà. Alors, il y a Alban qui nous a rejoint. Bonjour Alban. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous avez pu quand même participer? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai mon petit bébé qui vient de s'endormir, alors je... Ah oui, désolée. Oui, je sais bien que vous avez des horaires un peu plus difficiles. Oui, je suis arrivée un peu tard parce que j'étais en train de l'allaiter et du coup, c'est un peu... J'ai pas suivi la première partie, j'ai suivi que la deuxième. Oui. Mais effectivement, c'était très intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'Ayurveda, donc ça m'a parlé aussi. Les doshas, tout ça, je connais bien. Donc, oui, c'est très intéressant de faire le parallèle et de voir aussi les différences entre le Feng Shui et le Vastu Shastra. Donc, c'est bien. Merci beaucoup. Oui. Donc, aujourd'hui, c'était la dernière masterclass de l'année, mais rassurez-vous, ce n'est pas fini. Hein, je continue. Hein, parce que quand on dit dernière, je me dis, on va croire que je prends ma retraite et que j'arrête tout. Non, je ne suis pas encore prête. Ma grand-mère a arrêté à 80 ans et ma mère a 78 ans. Donc, j'ai encore de la marge. Alors, ce que je veux parler, mais vous habitez loin, donc, mais ça ne fait rien. Je vais vous parler un petit peu parce que je me suis, en fait, je pratique toujours le Feng Shui, bien sûr, parce que mon Feng Shui, c'est ma mission de vie, c'est un art de vivre pour moi. Je vis tous les jours avec le Feng Shui, mais je trouve qu'il y avait des choses complémentaires à y ajouter. Et donc, même si j'avais fait il y a plusieurs années donc une formation en huile essentielle, comme j'avais fait une formation en EFT et que l'EFT, je l'avais un peu abandonné, puis je l'ai repris déjà il y a 3-4 ans. Mais en fait, j'ai jamais vraiment abandonné, je l'utilisais pour moi, mais je ne le transmettais pas. Et c'est la même chose, les huiles essentielles, je les utilisais, mais je donnais quelques informations, mais je ne transmettais pas. Et puis, dans ma première vie, moi, j'étais gémologiste, donc expert en pierres précieuses, parce que je viens d'une famille de bijoutiers. Donc, pendant 15 ans, j'avais repris la bijouterie familiale. Et puis, d'un côté de ma famille paternelle, ce sont des briquetiers. Et dans ma famille maternelle, ce sont et des bijoutiers, donc les pierres, et des marbriers. Donc, j'ai toujours baigné dans ces pierres. Et donc, les maisons, ça coulait de source pour moi. Et donc, ici, le jeudi 2 décembre, je vais donner un atelier que j'ai déjà donné il y a 15 jours sur, en fait, les huiles essentielles et l'EFT. Mais je ne le donne pas en live parce que je trouve que les huiles essentielles, il faut pouvoir les sentir. Donc, je ne le donne qu'en présentiel. Et donc, en fait, j'ai trouvé un petit système que je tapotais. Et en fait, j'avais un bracelet avec une breloque où j'avais mis, on peut mettre des huiles essentielles. Et je me suis rendu compte qu'en tapotant, en fait, j'avais chaque fois l'odeur qui venait. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cet atelier où on travaille sur les émotions. Hein? Chez doTERRA, il y a un kit avec 6 émotions de base. Et donc, en fait,
en tapotant en EFT et en humant ces huiles essentielles, eh bien, on agit à deux niveaux, en fait. Et puis, maintenant, je l'ai donné aussi déjà 2 fois, cet atelier. Là aussi, il faut que ce soit en présentiel parce que, en fait, donc, on voit beaucoup d'ateliers maintenant avec des enfilages de pierres, hein, lithothérapie. Mais moi, je me suis rendu compte que bien souvent, on est tenté, et ce n'est pas comme ça non plus que je pratique le Feng Shui, vous savez bien que je l'utilise en décryptage, hein, pour comprendre comment on fonctionne. Ben là, c'est la même chose. En fait, on peut très bien aller dans un livre, donc là, c'est du niveau mental, et puis on dit, tiens, telle pierre correspond à telle chose, et donc, en fait, je vais la porter. Moi, je vais toujours à l'envers. Peut-être que j'ai quelque chose comme ça de pouvoir… non, je ne suis pas née à l'envers, c'est ma fille qui est née à l'envers, mais pas moi. Et donc, en fait, je me suis dit, mais non, il vaut mieux se connecter à son intuition, avoir un projet. Hein, donc, les gens déterminent un projet bien spécifique. On procède à une méditation, donc on se connecte à son intuition. Et puis, les perles sont là, sur la table. Et donc, on ne cherche pas la perle, les perles nous appellent. Et donc, on choisit des perles et on choisit un charme. Ça porte bien son nom. Charme, c'est du nom de charmer. Donc, le charme qui est en symbolique, bien sûr, avec son projet. Et donc, 2 fois que je fais cet atelier, les personnes donc prennent leurs perles, enfilent leur bracelet, et puis, quand elles ont fini, alors là, je leur donne une petite fiche par rapport aux perles qu'elles ont choisies, et au lieu de leur dire « ça signifie ça », en fait, je leur pose des questions par rapport à leur vécu, et elles peuvent aussi, et je fais le lien avec leur maison. Donc, dans la première partie, on travaille sur soi personnellement, hein, et puis je dis, allez voir un petit peu ce que vous avez installé dans telle zone, parce que cette pierre, elle correspond à une zone de la maison. Et donc, bien souvent, quand on travaille sur soi, le gros problème soi-même, il y a des choses que notre mental, il couvre parce que ça l'arrange bien qu'on ne le voit pas. Tandis que quand on va sur sa maison voir, ben on a déjà plus un recul. Et le fait d'observer ou de faire des photos permet en fait de comprendre comment nous fonctionnons et d'aller corriger et sur sa maison et puis de corriger sur soi en fait avec le bracelet. Voilà en quoi consiste cet atelier que pour le moment j'ai beaucoup de plaisir à donner. Et puis alors, j'ai une amie qui est numérologue, qui a Maria, allez, on va faire un atelier numérologie et huile essentielle. Et en fait, mardi 7 décembre, elle va s'occuper de numérologie parce que c'est la spécialiste. Mais moi, en fait, j'ai créé des synergies pour notre année, donc pour 2022. Donc, Maria qui est la spécialiste, à moi, par exemple, ici en 2022, et je suis déjà entrée dans l'énergie, j'arrive en année 9. Donc, il y a des choses que je vais devoir laisser pour aller vers quelque chose de nouveau. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses. Par exemple, ma voiture, ben, je sais qu'aujourd'hui, j'ai décidé que je devais la liquider parce qu'elle me fait quelquefois, ben, elle vieillit. Et donc, je me dis, ben oui, c'est normal, je suis en année 9. Eh ben, c'est qu'elle doit partir et que je dois aller vers quelque chose de neuf, puisque c'est le 9. Un nouveau cycle doit reprendre. Cycle. Et donc, si vous voyez, j'ai une petite fiole ici en Amazonie. Et en fait, j'ai préparé ma synergie du 9 et donc je la porte dans mon pendentif, hein, et il y a un petit trou et donc je la sens toute la journée. Et donc, combiner la numérologie et les huiles essentielles, c'est fantastique aussi. C'est comme quand on combine le FT et les huiles essentielles. Et donc, voilà, il y aura un atelier comme ça. Et puis, je clôture le 19 décembre avec… je travaille beaucoup dans une salle qui n'est pas loin de chez moi. Et une dame qui a un centre qui est vraiment magnifique. Elle s'appelle Martine Dubois et le centre s'appelle Meranili. Et donc, c'est une dame qui pratique le massage ayurvédique donc, et qui a une haute qualité vibratoire.
Et donc, elle vient d'avoir une salle et j'ai été la première à l'inaugurer. Et je dois dire que c'est moi qui l'utilise beaucoup. Et donc, on va faire une sorte de petit marché de Noël parce qu'elle organise une journée porte ouverte le dimanche 19 décembre pour ses clients, où c'est un jour où ils viennent acheter leurs cadeaux pour Noël, acheter des bons cadeaux, ils se renseignent un peu sur les massages, ils mangent quelques biscuits, etc. Et donc, j'ai dit à Martine, mais pourquoi on n'organiserait pas quelque chose en haut? Et donc, j'ai un ami, je l'avais perdu de vue et je l'ai retrouvé. Et lui, en fait, il fait aussi quelque chose de fantastique, c'est que lui, il a associé les huiles essentielles à des personnages. Et donc, il fait des sortes de constellations familiales qui sont associées aux huiles essentielles. J'ai pu assister il y a 15 jours à une de ses conférences et c'est vraiment fantastique. Donc, je lui ai un peu demandé, j'ai dit, ben, Philippe, est-ce que tu ne viendrais pas pour qu'on soit quand même plusieurs? Et puis, il y a ma fille, elle est designer textile. Et donc, ma fille, elle fait des créations. Et donc, on sera 3, là, à l'étage, en fait, à proposer nos créations et puis à présenter nos horaires, nos ateliers pour l'année prochaine. Et donc, moi, vous savez que j'ai des bougies Feng Shui avec des rituels. Hein. Il y a la bougie Feng Shui d'amour, la bougie Feng Shui de prospérité et puis celle du rayonnement. Mais il y a des gens aussi qui ne veulent pas s'engager dans un rituel parce qu'il faut vraiment, c'est un investissement. Et donc, j'ai fabriqué d'autres petites bougies avec 4 synergies qui sont différentes. Il y en a une qui s'appelle Soleil d'hiver. Il y en a une qui s'appelle Balade au cœur des sapins. Et puis, il y a Inspiration féerique. Et la dernière, c'est Famille unie. Et donc, elles ont chacune une synergie d'huile essentielle que j'ai préparée pour en fait brûler la bougie avant les fêtes de Noël. Voilà. Et donc là, vous voyez les photos de mes bougies Feng Shui bijoux, hein, celles qui contiennent le bijou et qui, avec leur rituel. Puis il y a les autres qui sont là. Et puis il y a les pendentifs diffuseurs. Et puis il y a les petites fioles aussi. Voilà. Voilà tout ce qui est prévu. Je clôturerai l'année avec cela. Et puis, j'ai déjà préparé mon planning et mon programme pour l'année prochaine. Là, mes ateliers, ils se donnent aussi bien en live qu'en présentiel. Je fais toujours les deux. Donc, je suis sur Zoom, mais en même temps, donc bien sûr, c'est filmé et j'ai les participants devant moi. Et donc là, il y a bien sûr cette fameuse formation professionnelle pour devenir praticien en Feng Shui, mais tous les ateliers, en fait, ils peuvent être suivis séparément. Donc, une personne veut devenir praticienne, ben, elle suit tout le cursus. Elle peut même ne pas les faire en 2022, mais les faire en 2023, puisque je les répète chaque année. Mais si la personne dit, ben moi, je veux suivre que le Vastu Shastra, par exemple, eh ben, on suit le Vastu Shastra. Ça n'engage à rien. Donc, voilà tout mon programme. Je vous l'enverrai certainement en début d'année. Donc, on va commencer par les fondements du Feng Shui, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et puis le niveau occidental, qui est le niveau 4. Et puis, je mets seulement après le Vastu Shastra pour qu'on puisse ne pas quand on débute, si on a trop de notions et qu'on mélange tout, ça ne va pas aller. Il faut bien scinder les deux, même s'ils sont complémentaires. Et puis, j'ai tous les ateliers complémentaires comme ranger ses maîtres de l'ordre dans sa vie, purifier son intérieur, les tableaux de visualisation Feng Shui, le morpho-relooking. Et puis après, il y a bien sûr le Feng Shui des relations amoureuses, le Feng Shui de l'enfance, le Feng Shui des jardins, le Feng Shui de la fête. Donc, le Feng Shui de l'enfant, ce n'est pas uniquement le Feng Shui de sa chambre, de la chambre de ses enfants, mais de son enfance aussi. On va travailler en fait en psychogénéalogie là. Ah oui. Voilà un petit peu tout mon planning prévu pour l'année prochaine. Et puis, la prochaine masterclass, elle aura lieu, c'est le mardi 25 janvier à 19h. Et là, bien sûr, comme on se rapproche de la Saint-Valentin, je vais vous parler d'amour. Ah là là, magnifique. Donc, ce sera une masterclass sur les relations amoureuses. Voilà un petit peu tout le programme. Très bien. Donc, merci beaucoup. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, c'est toujours avec plaisir que j'y réponds. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
Ah oui, pareillement. Merci beaucoup. Voilà. Et si vous souhaitez le replay, je vous l'envoie volontiers, gracieusement. Je vous l'offre comme cadeau de fin d'année, si vous voulez le réécouter. Et si vous avez besoin des liens, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Merci beaucoup. Voilà. Une excellente Merci soirée. Beaucoup. Merci Michel, merci à toutes. Bonne soirée. Et au revoir. Bientôt. Bonne soirée. Bonne fête de fin d'année. Merci. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.